Bonjour, je voudrais vous présenter mes excuses parce que j'aurais vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui. Euh, D'abord pour dire combien j'ai apprécié le travail de Thibaut Isabelle sur Proudhon, puisque je l'ai sollicité pour un livre et que ce livre va paraître aux éditions Autrement. J'estime que Thibaut Isabelle est une voix importante, que c'est quelqu'un qui travaille, c'est pas le cas de tout le monde dans le paysage intellectuel français, qui travaille, qui lit, qui écrit, qui a une production extrêmement importante, mais qu'on connaît assez peu ou qu'on connaît assez mal. Et je suis très heureux et très fier de pouvoir publier son ouvrage bientôt aux éditions Autrement. Je voudrais aussi rendre hommage à Alain de Benoist, parce que depuis des années, il est sali, vilipendé pour un passé qui a été le sien, et qu'il ne renie pas, mais qui n'est plus le sien, qui n'est plus son actualité du moins. Et j'estime que nombre de gens qui viennent d'une gauche pas très honorable, une gauche qui a du sang sur les mains, une gauche stalinienne, une gauche trotskiste, une gauche maoïste, eux sont dispensés de devoir rendre des comptes sur leur passé, même s'ils sont devenus autre chose, et c'est tant mieux. On n'a jamais reproché à Jean-Christophe Cambadélis d'être resté le trotskiste qu'il a été, ou on ne reproche pas non plus à Philippe Solers d'avoir été maoïste, ou à Bernard-Henri Lévy d'avoir été maoïste, et ces gens-là ont cautionné un nombre considérable de morts, 100 millions de morts pour le XXe siècle. Ce n'est pas le cas d'Alain de Benoist, qui est juste coupable d'avoir défendu l'Algérie française en son temps, et n'a pas fait 100 millions de morts. Je ne veux pas faire des concours de massacre, mais j'estime simplement qu'on doit pouvoir juger Alain de Benoist sur son travail, sur son œuvre, qui est vaste, qui est importante, sur ses livres, qui sont importants aussi. Et je souhaitais, en étant présent, je souhaitais dire que, indépendamment des commentaires que les médias dominants feront, je voulais être là pour dire qu'on pouvait débattre avec des gens intelligents, des gens cultivés, des gens avec lesquels on peut avoir des renvois de balles, comme on pourrait dire au tennis, parce qu'effectivement, on peut parler ensemble de Carl Schmitt, on peut parler ensemble d'Oswald Spengler, on peut parler ensemble de Toynbee, on peut parler ensemble d'un nombre considérable d'auteurs qu'Alain de Benoist et Thibaut Isabelle ont lu, que d'autres parmi vous ont probablement lu aussi, alors que d'autres n'auront pas lu et se seront contentés d'avoir lu éventuellement juste le titre. Le déclin de l'Occident, ça suffit par exemple pour avoir un avis sur Oswald Spengler. Donc je voulais par ma présence affirmer qu'il faut du débat, qu'il faut de l'échange, et que quand il y a du débat et de l'échange avec des gens cultivés et intelligents, c'est un véritable bonheur. Il se fait que je ne peux pas être avec vous parce que je me suis affligé d'un lumbago, d'un mauvais lumbago qui, le jour du débat d'entre les deux tours, mais c'est sans relation, c'était dans l'après-midi, m'a cloué au lit et m'a collé au lit pendant 7 ou 8 jours. Je n'ai pas pu bouger de ce lit et j'ai été soigné à la cortisone et à la morphine. Ça n'a pas été extraordinaire. Enfin bon, il se fait que je subis maintenant les effets d'une accoutumance, puis d'un sevrage à la morphine, avec palpitations, avec risque de perte de connaissance, qui m'est arrivé déjà, enfin deux ou trois petites choses qui font que mon médecin m'a interdit de me déplacer, et voilà pour quelle raison je ne suis pas avec vous. Je le regrette bien, justement, parce que j'aurais souhaité que nous puissions et parler de Proudhon et débattre ensemble. Alors, je voudrais vous dire 2 mots sur mon rapport à Proudhon, parce que je trouve très bien qu'on puisse enfin en parler à nouveau, et autrement que comme on en parle habituellement. On peut toujours dire qu'il y a eu un cercle valois qui a permis à des proudhoniens de se trouver embringués du côté de l'Action française et finalement du côté du pétinisme. C'est bien la preuve que Proudhon est un personnage toxique et dangereux. Il y a de l'antisémitisme chez Proudhon, c'est vrai. Quelles occurrences? On retrouve ça dans des carnets qui n'étaient pas destinés à la publication, d'une part. Ça n'a pas été théorisé dans une œuvre qu'il aurait publiée, d'autre part. Ça ne veut pas dire que la chose est défendable, ça veut juste dire effectivement que dans des carnets où on prend des notes, effectivement, on peut avoir 2 ou 3 phrases qui sont des phrases antisémites et qu'il faut remettre dans la configuration du XIXe siècle. Marx, qui était juif, était antisémite. Le socialisme tout entier du 19e est antisémite parce que le juif, c'est l'argent. Et c'est évidemment une bêtise. Mais c'est une bêtise qu'il ne faut pas regarder avec la solution finale dans le viseur. C'est-à-dire, effectivement, si on pense que
cet antisémitisme du 19e est en relation avec Auschwitz ou qu'il l'a rendu possible. Alors effectivement, on a des difficultés à penser sereinement cette chose. Donc il faut le penser dans son temps. Il n'est pas défendable, il est explicable dans cette configuration. Mais cette façon d'extraire 2 ou 3 phrases de Proudhon de ses carnets pour se dispenser d'avoir à le penser parce qu'il serait un penseur antisémite et donc il suffirait de le laisser de côté, c'est évidemment une première erreur. Il y a une deuxième erreur qui consiste aussi à aller voir chez lui le misogyne et le phallocrate qu'il a été véritablement, et que pour le coup il a théorisé dans des ouvrages que pour le coup il a publié aussi. Et de fait, c'est pas plus défendable, mais exactement de la même manière, qu'il faut éviter de regarder l'antisémitisme du 19e à partir de la libération des camps et de la Shoah, à partir du nazisme. Il faut éviter de regarder la pensée de Proudhon sur les femmes à partir de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe, en rendant Proudhon responsable de ne pas avoir lu, en faisant de Proudhon quelqu'un qui serait responsable et coupable de ne pas avoir lu le deuxième sexe. Évidemment, c'est une deuxième erreur. Il y a une troisième erreur aussi une troisième raison qui fait qu'effectivement on ne lit pas Proudhon, c'est qu'il ferait partie des socialistes qu'on dit utopiques. Et ça suppose c'est plus intéressant, je dirais, ça suppose qu'il y ait finalement une espèce d'imprégnation marxiste. Il y a effectivement un logiciel marxiste qui fait qu'on ne pense pas Proudhon autrement que comme Marx l'a pensé. Et c'est pour beaucoup de choses. C'est-à-dire ce logiciel marxiste fait qu'on ne sait pas penser la Révolution française autrement qu'en regard de ce logiciel marxiste, soit en souscrivant à la lecture marxiste, ce qui est une erreur, soit en ne souscrivant pas à la lecture marxiste parce qu'elle est marxiste, mais ce qui est une façon de retourner un gant, de conserver complètement le gant. Il faut pouvoir penser la Révolution française dans la configuration de la Révolution française et penser Proudhon dans une configuration proudhonienne qui ne serait pas une configuration marxiste, néo-marxiste, et qui nous permettrait de voir Proudhon uniquement à partir de Misère de la philosophie. Ce fameux texte que, comme vous le savez, que Marx a écrit pour répondre en ricanant au livre de Proudhon qui s'appelle Philosophie de la misère et que pour le coup personne n'aura lu. Moi j'ai eu à la fac un prof qui s'appelait Guy Besse, et qui est à la fac de Caen et qui faisait partie du Parti communiste, du bureau central du Parti communiste français, et qui, dans la valeur de philosophie sociale que je suivais, nous avait fait un cours sur Marx et Proudhon, qui a été effectivement une descente en flèche de Proudhon et un éloge absolu de Marx pour nous expliquer que la vérité était du côté de Marx. Je pense que ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement il y a une pensée française et une pensée allemande, et que ce n'est pas évidemment la même chose. La pensée allemande, elle suppose que nous allions voir du côté de chez Kant, du côté de chez Hegel, du côté de Schelling, Fichte, etc., enfin du côté de l'idéalisme allemand, et Marx est complètement dans cette logique-là. C'est un idéaliste, Marx, c'est pas du tout un matérialiste, c'est quelqu'un qui pense le matérialisme comme un idéaliste, mais pas comme un matérialiste, c'est-à-dire que il est resté hegelien. Il n'y a pas un moment de rupture épistémologique pour parler le langage d'Althusser en disant qu'il y a un Marx humaniste, et puis après il y aura un autre Marx, il y aurait le Marx des manuscrits de 44, puis il y aurait le Marx du Capital, et que ce ne serait pas du tout le même, et que si, c'est resté le même. C'est un homme qui n'a cessé d'être hegelien, et qui n'a cessé d'être hegelien sur le terrain de la dialectique. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu effectivement un problème avec Hegel, entre Marx et Proudhon. Marx a fait savoir que Proudhon, finalement, une espèce de bouseux, de pécore, de paysan qui n'était pas comme lui, personnage des villes, et qu'il était incapable de comprendre la dialectique hegelienne, et qu'il avait essayé de lui expliquer que finalement Proudhon n'avait pas compris. Proudhon avait très bien compris, simplement il n'adhérait pas à cette vision idéaliste du monde qui a été celle de Marx. Marx pensait effectivement la négativité comme quelque chose de majeur, c'est-à-dire que c'est le second temps de la dialectique, comme vous le savez, qui rend possible un troisième temps qui lui sera le temps de la synthèse et la possibilité donc d'envisager la praxis. Et cette négativité, elle suppose qu'on puisse justifier, par exemple, la violence. Et c'est un moment majeur dans la pensée de Marx. Ça a été théorisé par Engels aussi, mais la violence est l'accoucheuse de l'histoire. Et parce qu'il y aura un moment de négativité, il y aura un moment de positivité. C'est-à-dire parce qu'il y aura une guillotine, et 1793, il y aura la possibilité d'une république. Et d'une certaine manière, un petit peu plus tard, parce qu'il y aura le goulag, il y aura une société véritablement formidable et merveilleuse. C'est de toute façon le schéma de la parousie judéo-chrétienne. Un jour, tout sera réalisé. Et les manuscrits de 1844 ne sont pas en ce sens en contradiction avec le Capital. Le Capital analyse le mécanisme
du capitalisme, mais n'est pas en contradiction avec les fantasmes idéalistes et hegeliens des manuscrits de 1844. Et Marx a fait savoir, on n'est jamais mieux servi par soi-même, qu'il était un scientifique et que son socialisme était scientifique. Et que, en tant qu'il était dialectique, en tant qu'il était scientifique, eh bien, il progressait comme une autre science dure. Et que, immanquablement, la révolution aurait lieu du simple fait que la paupérisation la rendrait possible. Donc, la paupérisation, c'est le mouvement du capital, enfin, c'est ce qui est produit nécessairement par le capital, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Et cette paupérisation ne pourrait pas ne pas générer la révolution, qui ne pourrait pas ne pas advenir du simple fait que la dialectique casse des briques, c'est-à-dire qu'elle fait la loi. On a vu que ça pouvait ne pas fonctionner comme ça, et que cette fameuse scientificité marxiste était une hypothèse, que c'était une hypothèse de travail, et que ça s'est trouvé être finalement une utopie. Sur ce sujet de la dialectique, Proudhon ne souscrit pas, même si un temps il est fasciné avec le système des contradictions économiques, il pense que peut-être ça peut être un instrument, que ça peut être une machine, mais finalement, il est français, il reste français, Proudhon, et il n'est pas séduit par ce dispositif hegelien. Je me souviens de Victor Cousin, qui est l'un des premiers à avoir introduit Hegel en France, et qui avait dit qu'un jour on lui avait apporté un très grand plat avec beaucoup de légumes bouillis, et qu'au-dessus des légumes bouillis, il y avait une toute petite tranche de viande, et que finalement ça lui semblait être la philosophie de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Au bout du compte, une petite tranche de viande. Et de fait, quand on a supprimé tous les grands mots du vocabulaire hegelien, on a tout à fait une pensée tout à fait classique et banale. C'est Bossuet, c'est la théorie de la providence. Quand on lit La raison dans l'histoire, par exemple, on voit bien que si l'idée doit s'incarner dans l'histoire, l'idée c'est la raison c'est le concept, mais la raison, le concept et l'idée c'est Dieu. Donc Hegel ne fait jamais que de dire des vieilles choses luthériennes, avec le vocabulaire de la philosophie du moment, un vocabulaire hérité de Kant, qui sera le vocabulaire spécifique de l'idéalisme allemand. C'est-à-dire que si vraiment il y a un socialiste utopique, c'est Marx. C'est pas Proudhon, et c'est un socialiste utopique parce que justement il ne pense pas le monde, mais il pense les idées qui permettent de dire le monde. Il ne pense pas le réel et la réalité, mais il pense à partir des concepts. Il pense à partir du vieux schéma chrétien, le Messie, la parousie, l'Apocalypse, le millénarisme, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a un projet de société avec cette idée que nous allons de toute façon de manière fatale du côté de ce que Marx annonce, il s'agit de la révolution, et que la violence sera l'accoucheuse de ce projet providentiel. Je n'aime pas Marx pour toutes ces raisons-là. D'abord pour l'esprit fumeux, pour l'esprit idéaliste, pour l'esprit hegelien, pour le schéma de la parousie marxiste, pour cet idéal présenté comme une vérité, pour cette idée qu'il y aurait une place pour la négativité, qu'on pourrait justifier de couper des têtes, qu'on pourrait justifier la guillotine, qu'on pourrait justifier le goulag, les polices politiques, les polices militaires, les rafles, les camps et toutes ces choses-là, sous prétexte qu'un jour, on réaliserait le bonheur de l'humanité et le salut du prolétaire, avec un P majuscule. Il y a chez Proudhon quelque chose de beaucoup plus modeste, donc de beaucoup plus vrai, parce qu'il pense le réel, et c'est ce qui peut expliquer que, c'est sa collection chez Marcel Rivière, mais je veux dire, il y a une œuvre extrêmement importante, abondante, et dont on dit qu'elle est parfois contradictoire. Moi, j'estime qu'elle est véritablement dialectique et pas forcément contradictoire, et qu'elle épouse des moments particuliers parce que c'est une pensée pragmatique. Et s'il y a une façon allemande de faire de la philosophie, c'est bien la façon idéaliste. On est dans l'idéal et peu importe le réel. Et le réel doit se plier à l'idéal. Il y a chez Proudhon une grande tradition française qui est celle du pragmatisme. C'est devenu par la suite une philosophie américaine, anglo-saxonne, hélas, mais à l'origine, chez les matérialistes français du XVIIIe, je songe à Helvétius par exemple, eh bien nous avons une véritable pensée utilitariste et pragmatique. Il faut se défaire de cette idée que ces deux concepts pourraient être pensés uniquement à partir de ce que les anglo-saxons en ont fait, et repartir à la base et voir comment, au XVIIIe siècle, ce sont des pensées qui prennent en considération le réel, la réalité. Pas l'idée qui permet de dire le réel, mais la réalité. Il y a ça chez Proudhon. Un vrai souci du réel, un vrai souci de la réalité, et un vrai souci de penser ce qui a lieu et ce qui peut advenir. L'aspect pragmatique de Proudhon est effectivement ce qui me plaît dans un premier temps. Dans un deuxième temps,
C'est quelqu'un qui ne laisse pas de place à la négativité en disant qu'on devrait pouvoir tuer, couper des têtes, massacrer, faire couler le sang et qu'il y aurait quelque chose comme un avènement de la positivité dans le fait qu'on ferait couler du sang. C'est-à-dire que ça n'est pas un robespierriste, ça n'est pas un jacobin, ça n'est pas un centralisateur. Et c'est quelqu'un qui a pensé la Révolution française dans cette configuration-là. C'est un personnage qui n'aime pas Robespierre, et je suis de ceux-là, et c'est pas le